Bonsoir à toutes et à tous. Oui, je dis bonsoir parce qu'il est déjà 9h30, l'heure où je tourne cette vidéo. Alors aujourd'hui, je vous fais une petite lecture d'un livre que j'ai trouvé en boîte à livres. Je vous montre la couverture. Voilà. Je vous lis la 4e de couverture et on va démarrer la lecture tout de suite après. Ah, attendez, il faut que j'arrive à bien mettre ma lampe. Voilà. La mort est aveugle. Quand Samson O'Brien débarque sur sa moto rouge à Brackliffe, dans le Yorkshire, pour y ouvrir son agence de détective privé, la plupart des habitants voient son arrivée d'un très mauvais œil. De son côté, Delilah Metcalf, génie de l'informatique au caractère bien trempé, tente de sauver de la faillite son site de rencontres amoureuses. Pour cela, elle décide de louer le rez-de-chaussée de ses locaux. Qu'elle n'est pas sa surprise quand son nouveau locataire se révèle être Samson et qu'elle découvre que son entreprise porte les mêmes initiales que la sienne. Les choses prennent un tour inattendu lorsque Samson met au jour une série de morts suspectes dont la piste le mène tout droit à l'agence de rencontre de Delilah. Oh, je commence à être fatiguée, moi. Donc, c'est un livre qui date de 2018 de Julia Chapman. Alors, c'est un cozy mystery. Je crois que c'est ça. Mais c'est un cozy mystery, c'est ça. Oui. Oui. Alors, attendez. Donc, il y a une dédicace pour sa tante, je vois qui c'est. Donc, il y a un prologue. Brouillard, brume ou même bruine. Un nuage épais s'enroule comme une écharpe autour du réverbère de la gare. Assourdit sa lueur. Sortis de nulle part, des rails jumeaux émergent de la purée de pois, tandis que le néant avale doucement le bout du quai. L'endroit se trouve trop loin de la mer pour que ce soit le Har ou le fret, comme on l'appelle localement la brume marine apportée par le vent d'Est. Mais quel que soit le nom qu'on lui donne, cela confère à l'heure sombre de ce début de matinée des relents de mort. Je suis désolée. Seul dans ce monde froid, ombreux, Richard Hargreaves tape des pieds. Bruit aussitôt étouffé par le linceul humide qui l'entoure. Il songe avec regret à la pauvreté du vocabulaire anglais, susceptible de traduire ce phénomène météorologique typique de la saison automnale dans les vallons du Yorkshire. Contrairement aux Inuits du Grand Nord, qui disposent de nombreux termes pour parler de la neige, les gens du cru n'ont que très peu de mots pour décrire ces journées sombres, humides, dégoulinantes. Du brouillard donc. Trop épais pour n'être que de la brume,
La visibilité est quasi nulle et les ténèbres ne donnent pas l'impression de vouloir se dissiper, quand bien même le soleil se lèverait au-dessus des collines et pénétrerait la masse qui plane au ras du sol. Hardgreaves resserre son écharpe sur son cou glacé, enfonce les mains dans les poches de son pardessus et sourit dans la grisaille. Le dernier jour de la semaine, 2 jours sans être obligé de se lever aux aurores pour attraper le train de 6h30, et ce jour, il sera avec elle. Malgré le mauvais temps, tous les espoirs sont permis. Comme on peut se tromper parfois. Sur sa droite, le halo d'une lumière approchante sointe dans la couverture couleur cendre. Et Charles Hardgreaves, pour la dernière fois de sa vie, rentre la tête dans ses épaules pour se protéger du froid, enfonce plus profondément les mains au fond de ses poches et s'avance vers le bord du quai. Quand le coup l'atteint dans le dos, il n'a rien pour se défendre, rien à quoi se retenir, il tombe en avant. Comment peut-on aimer un endroit et en même temps le détester, sans être persuadé qu'il existe une réponse à cette question? L'homme arrêta sa moto au haut de Gunnerstanbrough, coupa le contact, enleva son casque et contempla les toits d'ardoise qui pavaient le fond du vallon en contrebas. C'était le milieu de l'après-midi, la lumière rasante du soleil d'octobre embrasait la falaise de craie à laquelle la ville était adossée et se réverbérait sur des maisons et des rues où il n'avait pas remis les pieds une seule fois en plus de 14 ans. Brackliffe. Un amas compact de bâtiments traversés par une rivière et une voie de chemin de fer, flanquée par les grandes cheminées de manufactures depuis longtemps désaffectées et sereinement nichées depuis des siècles sur le fond d'une vallée entourée de montagnes escarpées. Malgré l'isolement du lieu, ses habitants se prenaient pour le nombril du monde. Arrogants, francs du collier, prompts à la critique, avares de compliments et méfiants à l'égard des Hofkunden, les étrangers. Comme lui, né et élevé là, mais jamais d'ici. Il promena ensuite son regard sur les collines vertes, les murailles de pierre, caractéristiques qui montaient et descendaient les flancs de la vallée, et le terrain qui ondulait jusqu'à l'horizon. Le gréillement indigné d'un faisan perça le silence, suivi par le bêlement plaintif d'un mouton. Rien à voir avec Londres et la vie qu'il menait dans la capitale. Et c'était précisément la raison pour laquelle il était revenu. Se concentrant à nouveau sur la ville, il suivit des yeux la rivière qui cascadait depuis le nord et reconnut plus au sud la ferme Ellershaw, tache blanche sur fond de verdure, propriété des Metcalfe. Protégée par les collines mais bénéficiant néanmoins d'une vue dégagée, elle avait toujours été très bien entretenue.
Évidemment, ce n'était pas un ivrogne qui l'habitait. Son regard se reporta machinalement sur le vallon et par-delà l'enchevêtrement d'habitations, sur l'arrière de la ville, vers le val entre deux collines que le soleil avait déserté, et le sourire en coin qui s'était attardé sur son visage meurtri s'assombrit. Chez lui, le seul foyer qu'il avait désormais, sans lequel il ne serait pas là, en proie à ce mélange paradoxal d'aversion et de nostalgie. Hélène Bullock savait bien faire des choses. Elle pouvait nommer toutes les fleurs qui poussaient dans les bois de Aubert. Et tous les arbres aussi. Elle pouvait identifier un oiseau dès les premières notes de son chant. Elle pouvait aussi parler pendant des heures du quadrillage de blocs et de rigoles propres aux entablements calcaires qui constituaient le paysage local. Mais il y avait une chose qu'elle ne savait pas faire, servir dans un restaurant. Et merde, jura-t-elle, alors que les assiettes qu'elle remportait vers la cuisine se mettaient à brinque-baller, faisant tomber un couteau qui claqua sur les dolles de pierre. Couteau bientôt suivi par sa copine Fourchette. Tu envisages de laisser tomber toute la pile, Hélène ? Demanda suavement la plus grande des deux dames d'un certain âge, toutes de noir vêtues, plantées devant le comptoir. C'est juste que ma sœur a le cœur fragile, poursuivit-elle en désignant sa compagne du bout de sa canne, et dans ce cas, mieux vaudrait la prévenir. Pas vrai, Clarissa ? Je m'excuse. Fiche-moi la paix, Edith, répliqua gentiment la sœur en question. Elle apprend, la pauvre. Je fais ce que je peux, se justifia Hélène, en se baissant pour récupérer les couverts vagabonds, tandis que ses lunettes aux verres maculés de traces de doigts glissaient sur son nez et ses traces noires se balançaient devant ses joues. Mais ça promet, 2 jours que tu es là, et je commence déjà à perdre de patience. Les bras croisés sur la bedaine impressionnante qui tendait son tablier blanc, les épaules remplissant presque l'embrasure de la porte de la cuisine, Teach Harrison la foudroyait du regard. Quand tu auras fini de faire mumus par terre, il y a 2 assiettes qui attendent d'être servies et accélère un peu la cadence. Il s'effaça pour la laisser passer en secouant la tête comme si son cas était désespéré. Quelques secondes plus tard, un énorme bruit de vaisselle cassée émana de la cuisine, suivi par un chapelet de jurons étouffés. Teach leva les yeux au ciel. Un coup de bol qu'il n'y ait pas grand monde, grommela-t-il en jetant un coup d'œil vers les seuls clients du restaurant. Un couple de touristes assis à la table près de la vitre. Ceux qui sont à l'enterrement ne savent pas ce qu'ils ratent. Lancer de couteau, bris d'assiette. Si ça continue, la petite Bullock va craquer le feu, va cracher le feu. Et elle s'en sortirait sûrement mieux qu'en faisant le service. Je vous jure, je n'ai jamais vu une empotée pareille. Laisse-lui sa chance, Douglas. Elle est jeune et c'est une bosseuse, protesta Edith Heard, ex-directrice de l'école primaire de Brincliffe. Et seule personne n'a appelé le patron par son nom de baptême.
Elle refusait d'utiliser son surnom ridicule, du fait qu'il avait été son institutrice, et aussi parce qu'elle le connaissait depuis qu'il portait des couches culottes de taille considérable déjà à l'époque. Elle a intérêt, avec tout le boulot supplémentaire qu'elle nous donne, bougonna-t-il, et une légère rougeur envahit ses joues, comme contaminée par sa barbe roussâtre. 30 ans qu'il avait quitté l'école, et la langue acérée de mademoiselle Hird avait encore le don de le renvoyer à sa jeunesse balbutiante. Puis la sévérité de la tenue des deux vieilles filles qui lui rappela l'événement marquant de la journée. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-il gentiment. « Comme il fallait s'y attendre, » répondit Edith. L'église était pleine à craquer et tout le monde avait larmes à l'œil. « Quel gâchis !» murmura Clarissa. « Il était si jeune. » Un vrai gâchis, en effet. « C'était un bon gars, » dit Teach en regardant la pointe de ses chaussures. Il n'était pas très porté sur l'éloquence, et dans les circonstances présentes, il se sentait particulièrement handicapé. « J'espère que ça suffira, » ajouta-t-il avec un geste en direction des 2 plateaux de sandwich posés sur le comptoir. « Vous direz à Barbara que c'est tout ce que j'ai pu faire en si peu de temps. »« Ça ira très bien, » approuva Edith. Elle panique à l'idée qu'il n'y ait pas assez à manger pour tout le monde. « Qu'est-ce que je te dois ? » Un billet de 10. Ne dis pas de bêtises, lâcha platement Edith en ouvrant son porte-monnaie. Tu n'étais peut-être pas un as en calcul mental, mais tu connaissais quand même tes tables de multiplication. Alors combien je te dois ? Teach fut sauvé de la suite de ce réquisitoire par la sœur de mademoiselle Hird qui laissa échapper une exclamation incrédule et leva une main osseuse vers une silhouette apparue derrière la vitre. Edith, ça ne serait pas... Non, ça n'est pas possible. Edith Hird se retourna pour voir ce qui avait attiré l'attention de Clarissa. Plissant les yeux, elle aperçut la moto de l'autre côté de la rue et l'homme assis dessus. Sa vue n'était plus ce qu'elle avait été, mais elle le reconnut aussitôt, rien qu'à la tignasse noire qui retombait sur ses épaules, et à l'aplomb avec laquelle il toisait la ville en contrebas. Une intensité familière renfrognée qui s'était progressivement transformée en hostilité à mesure que les années passaient. Et puis la moto était un indice révélateur. Tout le monde la connaissait à Brackliffe. Teach et les 2 sœurs s'approchèrent de la fenêtre pour mieux profiter du spectacle, tandis qu'Hélène Bullock, traversait la salle en direction de la seule table occupée, entièrement concentrée sur les assiettes qu'elle portait. « Et voilà pour vous, tourte maison et frites, » annonça-t-elle allègrement au client, soulagée d'être arrivée à bon port. Toutefois, elle commit l'erreur tactique de jeter un coup d'œil dehors et son regard tomba sur l'homme à la moto. Elle n'eut que le temps d'entrevoir son profil avant qu'il remette son casque, mais cela lui suffit. « Oh mon Dieu !» octa-t-elle, et entre ses mains, les assiettes s'inclinèrent jusqu'à un angle précaire, leur contenu glissant dangereusement vers les bords. C'est des ennuis, voilà ce que c'est,
avec un E majuscule, la Kupatich, pour une fois indifférent aux assiettes dégoulinantes. Il faut que je passe un coup de fil, décréta Hélène en déposant précipitamment les plats sur la table, tout éclaboussés de sauce. Elle se précipita vers le porte-manteau, récupéra son portable dans la poche de son parka et sortit au trot par la porte de derrière, plantant là ses clients interdits. Eh bien, on dirait que la vie, à Brackliffe est sur le point de devenir intéressante, commenta Edith. Puis un sourire s'évanouit lentement sur son visage. Attendez, j'ai un petit problème. Il remit son casque, tourna la clé de contact, fit vrombir le moteur et jeta un coup d'œil à la route par-dessus son épaule. En voyant les regards sévères rivés sur lui derrière la vitre, il comprit alors qu'il n'était pas aussi seul qu'il le croyait. Et merde! Il était tellement focalisé sur la ville qu'il n'avait pas fait attention au bâtiment érigé en haut de la colline. Ou plutôt, il l'avait bien vu, mais il n'avait pas remarqué les changements qu'il avait subis. Gunners White, la femme d'Harrison. Quand il était petit, il s'agissait d'une baraque délabrée avec des fenêtres qui pourrissaient dans leur cadre et une sorte de décharge où on abandonnait les vieilles voitures et les machines cassées. L'endroit avait visiblement été réhabilité et réaffecté à un autre usage. Café de la colline, disait-on sur l'enseigne, avec une ardoise accrochée à côté de la porte qui promettait des plats cuisinés maison à base de produits frais locaux. Par la fenêtre de droite, 3 visages le scrutaient. La vieille mademoiselle Hird, un sourire flottant sur les lèvres, sa sœur Clarissa Ralph, la main plaquée sur la bouche, et derrière eux, la grande carcasse et la barbe roussâtre de Teach Harrison en personne. Merde, répéta-t-il, exaspéré en abaissant sa visière. Il aurait dû s'en douter. Il était entraîné pourtant. Toutes ces années comme agent infiltré, il aurait dû flairer le danger, sentir la présence de l'ennemi. À présent, sous la ville saurait qu'il était là, avant même qu'il ait franchi la limite de la paroisse. Il donna un coup de pied dans la béquille, fit rugir le moteur beaucoup plus fort que nécessaire, et dans un bruit de tonnerre dévala la colline vers son avenir et son passé. Non loin du centre de Brackliffe, la foule qui s'était massée dans le cimetière ensoleillé commençait à se disperser, tandis que certains regardaient les gerbes disposées à côté de la tombe fraîchement creusée et que d'autres s'approchaient de la famille éplorée. Quelqu'un émit un murmure de protestation. On ne peut même pas aller à un enterrement tranquille, ronchonna Delilah Metcalf, en essayant de saisir discrètement son portable qui vibrait dans la poche de son pantalon. C'est la 3e fois en 5 minutes. C'est le genre de choses qui arrive quand on fait commerce de l'amour, chuchota le grand jeune homme à côté d'elle. Il fut récompensé par un coup de coude dans les côtes, assez fort pour lui arracher une grimace et attirer l'attention du vieil homme situé à droite de Delilah. « Tiens-toi bien, H. Metcalf !» siffla ce dernier âprement. « Quant à toi, jeune fille, ne pense même pas à utiliser cette chose
Un peu de respect. Un doigt noueux se tendit vers le téléphone portable qui se trouvait à présent dans la main de Delilah, et sous des sourcils broussailleux, une paire d'yeux se posa sur elle avec un air farouche. « Je m'apprêtais justement à l'éteindre, » murmura-t-elle en rossissant. Elle rempocha son téléphone tout en s'efforçant d'ignorer son frère qui riait sous cape, ce qui constituait un agréable changement, vu que la journée n'avait pas vraiment été propice à la rigolade jusqu'à là. Delilah avait passé la matinée à négocier avec un client mécontent, un fermier qui n'avait même pas pris la peine de troquer ses vêtements de travail crasseux contre une tenue propre avant de venir la voir. Il avait fait irruption comme une tornade dans le bureau de l'agence de rencontre des Vallons en exigeant d'être remboursé parce qu'il avait eu 10 rendez-vous et qu'il n'avait toujours pas trouvé l'âme sœur. Et plus il tambourinait sur son bureau en l'invectivant, poussant Calimero à grogner doucement dans son panier, plus elle sentait ses dons de diplomate, qui n'étaient déjà pas très remarquables, s'amenuiser jusqu'à ce qu'elle soit capable de se mordre la langue plus longtemps. Vous ne vous êtes jamais dit, monsieur Knowles, avait-elle finalement rétorqué, quand il avait commencé à remettre en cause ses compétences et sa capacité à gérer les affaires de cœur en raison de son propre passé déplorable en matière, que vous étiez peut-être l'instrument de votre propre échec? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je veux dire que votre aversion pour la brosse à dents et votre manie d'aller à vos rendez-vous les bottes couvertes de bouse de vache ne jouent pas vraiment en votre faveur. Il avait eu un sursaut, regardé les bottes incriminées, puis froncé les sourcils et dardé un doigt sévère sous son nez. Voilà. Alors, je m'arrête là, parce que ça fait quand même déjà 28 minutes que je fais cette vidéo. Je vous ai quand même lu. Je vous ai lu. Une dizaine de pages. Et si vous voulez, je peux vous lire un autre extrait, enfin la suite de ce livre, dans une prochaine vidéo. Il faudra juste me le demander en commentaire. Et si cela vous intéresse, vous pouvez liker, me le demander en commentaire, que je poursuive la lecture, et de vous abonner à ma chaîne. Cela me ferait très plaisir et m'encouragerait. Je voulais aussi vous dire que vous avez aussi la possibilité d'activer la clochette de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et c'est avec ces derniers mots que je vais vous laisser passer un très bon week-end, une très bonne nuit. J'espère que cette lecture vous aura plu. Je suis désolée pour ma voix, mais là je commence à être un peu fatiguée. Donc je préfère m'arrêter avant de dire des bêtises et de ne pas lire les bons mots. Je vous remercie encore une fois pour votre fidélité. Merci de me suivre. Merci d'être là. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous souhaite aussi un très bon week-end très ensoleillé. Sur ce, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures livresques. Ciao ciao!